30 ans après son rachat par le groupe Volkswagen, Skoda a bien évolué. La marque tchèque n'a cessé de monter en gamme ces dernières années pour rivaliser désormais avec la plupart des constructeurs généralistes et en particulier en interne au sein du groupe allemand, donc face à l'espagnol Seat et la marque de la maison mère Volkswagen. En témoigne ce modèle, le Skoda Enyaq coupé qui reflète bien ce nouveau visage de la marque tchèque. C'est en effet la déclinaison SUV coupé de l'Enyaq classique. La carrosserie donc à la mode actuellement qui repose sur la même plateforme que ses cousins du groupe, donc les Volkswagen ID4, ID5 et également l'Audi Q4 e-tron. Le tout avec une motorisation donc 100% électrique très moderne et donc paré sur le cap 2035 en Europe. On le remarque beaucoup sur la route avec cette couleur orange et cette calandre Crystal Face lumineuse donc, qui crée vraiment une ambiance particulière et le distingue bien de ses concurrents au sein du groupe Volkswagen. On est donc sur un SUV coupé de 4,65 m de long avec ce fameux toit plongeant donc, qui le distingue de l'Enyaq classique, mais on garde quand même un bon espace à la tête aux places arrière et en termes de coffre, on perd seulement 15 litres pour s'afficher tout de même à 570 litres. Un véhicule qui a donc une allure très moderne, mais on va voir un peu les technologies qu'on retrouve à l'intérieur. À l'intérieur de ce Skoda Enyaq coupé, on découvre donc la finition Sportline assez haut de gamme avec l'utilisation de matériaux assez nobles comme du cuir et puis on a aussi pas mal de plastique moussé à différents endroits de l'habitacle. C'est plutôt qualitatif avec pas mal de rangements aussi, donc ça c'est toujours pratique pour un véhicule à vocation quand même familiale. L'ensemble est assez sombre, assez austère, on pourrait dire même, mais on peut quand même ajouter une petite touche de couleur via donc l'écran tactile. Et ça va quand même permettre d'ajouter à la fois de la personnalisation et un peu de gaieté dans cet habitacle très noir. Mais sinon, on va avoir quand même cet énorme toit panoramique, donc ça qui est très agréable pour faire rentrer la lumière à bord et notamment pour les passagers arrière qui vont avoir une vue assez dégagée sur le ciel. Au niveau de la place du conducteur, donc on va avoir le schéma assez classique désormais avec un écran tactile. Au centre, il offre quand même un format assez grand et puis proche du pare-brise. Donc ça c'est toujours assez pratique pour pas trop avoir à décrocher le regard quand on va aller le consulter. Et on a quand même derrière le volant un petit écran décompteur qui est assez minimaliste mais qui affiche quand même les données au niveau de l'assistant de conduite. Bien sûr la vitesse et l'autonomie restante et puis des données justement de consommation électrique. Toujours pratique de les avoir sous les yeux. Et sur notre modèle d'essai, on a la finition associée à un pack qui permet aussi de profiter de l'affichage tête haute. Donc dans mon pare-brise directement les informations de conduite, toujours pratique. Au niveau de cet écran tactile, donc il offre la compatibilité avec Android Auto, CarPlay, ça c'est très bien. L'autre point positif, ça va être au niveau de cette petite surface juste devant en fait. Donc c'est en cuir déjà, donc assez moelleux et en fait ça va servir de repose-poignet et donc c'est à la fois confortable pour pas être le bras en l'air quand on fait des réglages et en plus ça va ajouter de la stabilité donc pour cliquer vraiment à l'endroit où on souhaite, c'est vraiment un gros plus. En revanche, on peut être un petit peu déçu toujours par l'ergonomie, donc ça c'est commun aussi avec les autres marques du groupe Volkswagen sur cette architecture numérique qui a été introduite maintenant depuis plusieurs années et qui est sans cesse un peu améliorée ou plutôt corrigée parce qu'elle avait quand même pas mal de défauts au début. Là ça va un petit peu mieux mais on a quand même toujours quelques bugs, quelques ralentissements qui sont toujours pénibles quand on est quand même sur une voiture assez haut de gamme et surtout 100% électrique, donc on va être obligé de passer par l'écran notamment pour surveiller la consommation ou programmer différentes phases de recharge. Ce manque d'ergonomie, on peut l'illustrer par exemple avec ces raccourcis physiques. Donc ça, ils sont quand même pratiques pour agir, on va dire, sur des commandes assez essentielles. Par exemple, le désembuage ou aller dans les menus de climatisation. Mais finalement, on ne va pas vraiment pouvoir interagir via ces boutons. En fait, ça va nous emmener dans le menu et ensuite, il va falloir à l'écran tactile effectuer ses propres réglages, c'est un petit peu fastidieux. Ou encore sur les modes de conduite, en fait on aimerait bien pouvoir réappuyer dessus pour changer de mode. Non, là il faut quand même passer par l'écran tactile pour sélectionner le mode qui nous convient. En résumé, on peut dire que cette interface numérique elle reste quand même assez performante, mais on attendrait quand même quelques améliorations, notamment sur un usage facilité au quotidien. On a très envie de voir ce que donne cette Enyaq coupé sur la route, c'est parti. Ça fait
maintenant quelques centaines de kilomètres que je roule à bord de ce Skoda Enyaq coupé et finalement le premier constat c'est que c'est un véhicule qui se révèle très confortable, en particulier par rapport à ses cousins chez Volkswagen, donc l'ID4, l'ID5 et l'Audi Q4 e-tron. Sur cette version 80 Sportline, on a un moteur à l'arrière qui fournit une puissance de 150 kW, donc 204 chevaux. Donc les performances, elles ne sont pas incroyables, mais on a quand même ce dynamisme propre à la motorisation électrique avec le couple disponible immédiatement. Et donc quand on veut accélérer assez fortement, on va quand même avoir la puissance nécessaire. Et cette puissance limitée, ça va être aussi un moyen de modérer la consommation qui est quand même assez forte, vu qu'on est à bord d'un véhicule électrique assez imposant avec un poids des batteries qui reste lourd. Pour ajuster le niveau de consommation, on va avoir plusieurs techniques. Déjà, on va pouvoir jouer donc, sur le freinage régénératif. Ça, c'est la récupération d'énergie. Lorsque je relève le pied de l'accélérateur, la voiture va freiner plus ou moins fortement. Donc ça, en mode drive classique, je vais pouvoir le régler avec les palettes au volant, avec un mode roue libre, un niveau 2 qui va augmenter le freinage régénératif et un niveau 3 qui va pratiquement faire un mode one pedal où lorsque je vais relâcher la pelle d'accélérateur, le freinage sera assez important pour aller quasiment jusqu'à l'arrêt. Et en alternative, si j'ai pas envie de jouer avec les palettes, j'ai un mode B pour break qui va là mettre le freinage régénératif aussi au maximum, mais sans avoir cette possibilité d'ajuster le niveau de récupération d'énergie. Sur cette finition Sportline, on va également avoir un bon niveau d'équipement avec le duo, un classique, régulateur de vitesse adaptatif, toujours assez pratique notamment sur autoroute avec le suivi des lignes de la route qui va me permettre d'avoir une conduite quand même très assistée, notamment sur ces trajets longue distance. Donc ça marche plutôt bien, et puis couplé à l'affichage tête haute qui va m'indiquer par exemple quand je m'approche un peu trop des lignes, ou aussi me donner ma direction avec un mode réalité augmentée qui va concrètement mettre une flèche dans le pare-brise à l'endroit où il faut que je tourne. La petite fonction d'assistance qui nous a quand même pas mal déplu, elle se trouve au niveau de la reconnaissance des panneaux sur autoroute. Et en fait, il y a une fonction qui permet de coupler cette reconnaissance de panneaux avec l'ajustement automatique du régulateur. Donc concrètement, en fait, vous roulez sur autoroute, ça passe de 130 à 110 et le régulateur va vous passer automatiquement à cette vitesse si vous étiez bien sûr à 130. Le petit problème que j'ai rencontré, c'est lorsque j'étais justement sur autoroute, la voiture se mettait à capter les panneaux de sortie, par exemple des 90, et m'imposait en fait ce ralentissement. Donc on est un peu surpris, on roule paisiblement et tout d'un coup la voiture se met à ralentir, heureusement très progressivement, donc on a le temps de réagir pour réajuster le régulateur. Mais moi j'ai dû finalement désactiver la fonction parce que ça devenait trop gênant sur un trajet autoroutier. On va également retrouver des modes de conduite, donc le mode sport pour bénéficier de toute la puissance, et c'est vrai qu'on est avec ce comportement propulsion qui est assez plaisant et qui permet aussi au véhicule de bien braquer dans les virages. Et c'est complété par un mode normal, un mode confort et un mode éco qui va lui chercher à maximiser l'autonomie. On arrive à la fin de cet essai, donc on a roulé un peu plus de 600 km ces derniers jours avec ce Skoda Enyaq coupé, avec une moyenne de consommation un peu élevée qui est au-dessus des 24 kWh au 100, mais j'ai fait quand même pas mal d'autoroutes avec un peu de passagers et de bagages et de l'autoroute à 130 km/h, donc forcément ça consomme pas mal, surtout que là on arrive un peu en conditions hivernales qui n'est jamais très bon pour la consommation au niveau de la batterie d'un véhicule électrique. Malheureusement, on ne disposait pas de l'option pompe à chaleur qui est quand même très utile dans un véhicule électrique, notamment l'hiver, pour réduire sa consommation en utilisant le chauffage sans trop prendre sur l'autonomie. Là, on vient d'arriver à une station de recharge Ionity avec 16% de batterie et ce véhicule, en gros, il est capable d'encaisser jusqu'à 140 kW de puissance en courant continu. Donc sur une borne de recharge rapide, il faut s'attendre en gros de passer de 10 à 80% de batterie en à peu près 30 minutes. Côté prix, on note quand même une forte différence avec l'Enyaq au format classique, qui démarre lui à 46 000 €, donc tout juste sous le plafond du bonus écologique à 47 000 €. Pour l'Enyaq coupé, avec la petite batterie, 58 kWh, il faut compter un tarif de départ de 5 000 € de plus. Et nous, sur notre modèle d'essai, donc en finition Sportline, avec la grosse batterie 80 kWh, on est plus proche des 57 000 €. Et il faut ensuite ajouter les options, par exemple la peinture, le joli orange de notre modèle d'essai, il faut compter un peu plus de 1 000 €. Le pack dont je vous parlais à l'intérieur, donc avec notamment l'affichage tête haute, les réglages de siège électrique, la caméra
360, donc un pack quand même assez luxueux à plus de 4 000 euros. Finalement, la note finale, elle arrive très proche des 70 000 euros. Décidément, on voit que Skoda se rapproche des tarifs très élevés qui montrent à quel point ces dernières années, Skoda s'est rapproché de la marque Volkswagen.